je vous remercie beaucoup pour votre invitation et puis pour votre accueil également. Alors je vais juste dire un mot peut-être de ma trajectoire parce que moi je ne suis pas du tout à l'origine du projet ELAP. Je suis à l'origine sociologue de l'éducation et du travail et donc complètement étrangère au champ de la protection de l'enfance. Mais comme on travaille effectivement dans le même laboratoire de recherche avec Isabelle, elle m'a en quelque sorte un peu kidnappée il y a 2-3 ans, notamment pour venir renforcer aussi l'équipe qui travaille sur les données quantitatives, enfin sur l'analyse des questionnaires en fait, puisque moi je suis plutôt sociologue quantitativiste. Voilà, donc ça c'est pour un peu vous dire d'où je parle dans cette affaire. Alors, ce que je vous propose, c'est, dans le temps imparti, d'aborder 5 points, une introduction un peu développée, on va dire, pour vous expliquer, moi, quelles ont été les questions de recherche que je me suis ou qu'on s'est posées à plusieurs dans le groupe, venant effectivement d'un autre champ de recherche que celle de la protection de l'enfance. Quelles ont été, et je reviendrai, alors n'hésitez pas surtout à m'interrompre si vous avez si c'est pas forcément toujours clair pour vous, parce que je vais à la fois mobiliser effectivement des résultats de la première enquête, du premier volet, et également donc, davantage des données de la deuxième enquête. Il va y avoir des passages parfois entre la V1 et la V2. Donc une première partie qui va plutôt reposer sur une première surprise à la lecture des données de l'enquête V1 sur effectivement le constat d'une moins bonne réussite scolaire des filles parmi cette population des jeunes placés. J'aborderai ensuite un troisième point donc, qui vise à expliquer, donc 18 mois après, lors de la deuxième vague d'enquête, ce qui explique l'inactivité et le chômage plus important également des filles en V2. Et puis donc sous forme de, puisque c'est encore une recherche qui est en cours, que le raisonnement n'est pas encore complètement posé, peut-être matière de discuter, de poser les hypothèses, en tout cas de développer l'hypothèse selon laquelle effectivement il y a effectivement une préparation très genrée de la sortie de placement par les institutions qui encadrent ces enfants, c'est-à-dire à la fois la protection de l'enfance, mais aussi l'école finalement, qui est partie prenante dans cette affaire. Et puis donc rapidement une petite conclusion et des perspectives de poursuite. En guise d'introduction, donc quelques mots peut-être sur le contexte scolaire français pour essayer de donner quand même des pistes. Voilà. Donc on a une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, je crois que c'est le cas au Québec également. Et puis, alors une spécificité, je vais passer sur la slide suivante pour vous montrer, qui n'est pas très nette, mais peu importe, ce qui est important, c'est les couleurs. Alors voilà comment fonctionne grosso modo le système scolaire français, c'est-à-dire qu'en vert, on a la partie de ce qu'on appelle le collège, qui est le début du secondaire, qui est donc de l'âge de, la 6e, 5e, 4e, 3e, de l'âge de 12 ans à 16 ans. Désormais, depuis 2008, à la sortie de la 3e, l'ensemble des élèves vont être orientés soit dans la voie professionnelle, c'est-à-dire la partie bleue, où on retrouve donc le diplôme qu'évoquait le premier niveau de qualification finalement, qui est un diplôme professionnel qu'évoquait Isabelle, le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP. Donc il y a un diplôme qui se fait donc 2 ans, qui se fait en 2 ans après la 3e, ou vers le baccalauréat professionnel, qui est aussi donc du côté des diplômes professionnels, mais qui lui se fait en 3 ans, donc après la sortie du collège. Donc là, ça c'est la partie lycée, que ce soit en lycée professionnel, ou alors l'autre voie, alors qui concerne moins notre population, qui est la voie générale et qui se divise elle-même donc là, en rose en 3 ans et qui se divise entre la filière technologique et la filière générale, on va dire. Alors, il est évident que tout ça s'est un peu recomposé sous l'effet des politiques publiques de l'éducation nationale et notamment avec un impératif de mener 80% d'une classe d'âge au bac, qui est un objectif qui est fixé de longue date, que l'on est en passe ou qu'on a déjà atteint, mais qui s'est fait surtout par le développement de la filière professionnelle et notamment le développement du bac professionnel en France. Alors pour le dire tout de suite, en France, c'est vrai que cette orientation vers les diplômes professionnels n'est pas très légitime et qu'elle est effectivement que les diplômes professionnels restent encore beaucoup moins valorisés sur le marché du travail et d'une manière générale
que les titres de la filière générale. Donc, je reviens en arrière, donc ça c'était pour vous. Donc, il me semble que le choix d'orientation qui s'effectue, comme je vous montrais à la fin du collège, là, dans la partie de la base, correspond peut-être à la fin du secondaire du Québec. Ouais, grosso modo. Et donc se divise ensuite entre enseignement pro et enseignement général. Alors, en France, là pour parler un panorama très rapide des recherches en sociologie de l'éducation en France, c'est vrai qu'on a un phénomène de démocratisation scolaire qui est à l'œuvre quand même depuis les années 60, c'est-à-dire que le collège, le lycée est accessible à tous, mais que effectivement, malgré cette accessibilité pour tous, des inégalités scolaires restent fortes et très fortement liées au milieu social d'origine. Donc de fait, les enfants d'ouvriers, c'est-à-dire des milieux les plus modestes, réussissent moins à l'école que les enfants de cadres. Donc ça fait partie, je dirais, des grands résultats de la sociologie de l'éducation, qu'on retrouve, j'imagine, effectivement ailleurs, mais qui ont une persistance et qui se permettent. L'autre élément qui va expliquer effectivement notre interrogation sur les parcours différenciés filles-garçons, c'est qu'on a eu un essor des scolarités féminines, donc parallèlement à ce phénomène de démocratisation scolaire, depuis les années 60, et en se développant, les années faisant, enfin assez rapidement en tout cas, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, c'est-à-dire que effectivement, elles ont de meilleurs résultats scolaires selon les différentes évaluations comparées. Elles obtiennent plus souvent, donc elles ont une durée d'études plus importante, et que ça, c'est un résultat aussi très stable depuis notamment donc les années 70, qui ont été très bien repris dans les travaux de Baudelot et Establet et dans le fameux bouquin « Allez les filles ». Autre élément à signaler, c'est qu'en France, effectivement, je ne sais pas si c'est le cas aussi au Québec, mais il y a une très forte correspondance entre le diplôme obtenu et la position professionnelle qu'on va occuper ensuite sur le marché du travail, d'où l'importance d'avoir un bon diplôme pour pouvoir occuper déjà un emploi et ensuite occuper un emploi dans des conditions correctes. Alors, au moment de l'analyse de la première vague d'enquête que j'ai réalisée donc avec Cécile Giraud, qui était une chargée d'études, qui a travaillé et encore récemment, donc qui nous a accompagnés un bon bout de temps sur l'enquête ELAP. Notre question de départ était, du coup, par rapport à ces grands résultats de la sociologie de l'éducation, c'est intéressant de reposer des questions traditionnelles, on va dire, sur une population spécifique, les jeunes placés, puisque on se demande comment se déroulent les parcours scolaires des jeunes en l'absence d'une mobilisation, d'une présence familiale, alors même que donc, les grands résultats montrent qu'il y a une forte importance effectivement de l'accompagnement des familles dans la scolarité des enfants. Et puis pour reprendre l'expression d'un collègue qui a beaucoup travaillé sur donc, les scolarités des enfants des familles d'ouvriers, Tristan Poulawek, comment les jeunes sont-ils armés du coup en l'absence de famille au moment de leur sortie par les institutions qu'ils vont prendre en charge. Alors ici, donc il y a évidemment plusieurs champs, plusieurs pistes de recherche qui s'ouvrent à l'analyse des travaux, vous le découvrirez bientôt, enfin, une enquête qui est très riche évidemment, et là ici je vais faire une focale plutôt sur ce qui nous a intéressé sur la scolarité comparée des filles et des garçons. Alors juste un mot donc sur la population retenue, donc on mobilise uniquement les données quanti sur les deux volets de l'enquête, V1 et V2. Alors hors mineurs isolés étrangers, parce que dans la mesure où on mobilise les éléments des trajectoires scolaires pour avoir des données de comparaison un peu pertinentes effectivement, et n'ayant pas de connaissance des systèmes de scolarité dans tous les pays dont viennent ces mineurs isolés étrangers, il nous a paru plus pertinent de les isoler. Et par ailleurs, comme le disait Isabelle, il y a une surreprésentativité des garçons dans cette population. Du coup, effectivement, pour une première comparaison, on les a éloignés du champ. Alors, rapidement, donc, premier constat, premier étonnement à la lecture, alors, premier étonnement, non, mais en tout cas, premier constat, c'est que le taux de scolarisation de notre population, alors en V1, c'est-à-dire qu'ils sont tous encore placés, avec donc les 17-20 ans, avec, comme le disait Isabelle, pour les plus de 18 ans, souvent une poursuite en placement qui est liée
à effectivement la réussite, ou en tout cas l'engagement dans un projet scolaire. Donc ce qu'on observe, c'est que, donc là, alors sur le graphique, les couleurs un petit peu ternes, vous avez par âge les taux de scolarisation des enquêtés qui sont représentés donc pour les populations de l'enquêté LAP en gris, et puis donc comparé au taux de scolarisation donc par âge et par sexe pour la population générale en espèce de marron là. Alors ce qu'on voit, c'est que sur les 17 ans qui sont ici, on a, premier constat, c'est qu'il y a un écart de 10 points effectivement sur les taux de scolarisation pour les jeunes placés par rapport au taux de scolarisation de la population générale. Écart qui se réduit surtout pour les garçons, plus l'âge avance, mais en revanche, un décrochage effectivement des filles placées à l'ASE dans les scolarisations et des écarts beaucoup plus importants qui s'accentuent avec l'âge. Donc on a là un phénomène quand même assez inédit, c'est-à-dire que les filles réussissent moins scolairement que les garçons dans cette population. Alors avec le problème du filtre à ce niveau de l'enquête, on va dire, puisque comme on a l'ensemble des jeunes qui sont encore en placement et que notamment, on le verra, pour les garçons, il y a une barrière de la poursuite du CJM qui est quand même très liée au projet d'études. Du coup, peut-être un effet qui invitait donc à reposer effectivement la question sur la V2. Alors, quand les analyses, quand l'enquête a été disponible et quand les données ont été livrées, en tout cas pour la deuxième vague d'enquête, ces résultats donc comparés en filles et garçons sur la première vague d'enquête se confirment sur la V2, c'est-à-dire qu'on a encore, qu'ils soient là pour le coup, soit encore en placement, soit sortis du placement, des différences qui se confirment entre filles et garçons sur les taux de scolarisation à l'avantage des garçons. Les filles restent toujours moins scolarisées que les garçons, et pour ceux donc, qui avaient 17 ans en V1, qui est un peu la population qui nous permet de voir tous les devenirs, parce que c'est celle qui est rassemblée effectivement à 17 ans à la première vague d'enquête, sur lesquelles vraiment on peut comparer les devenirs, faire une comparaison entre ce que fait la sortie de placement et ce que fait le fait de rester en placement. On a 59% des garçons et 52% des filles qui sont en études, qu'ils soient donc sortis ou non de placement. Donc là j'indique dans le tableau les taux de scolarisation par âge et par sexe. Et on voit effectivement que cet écart filles-garçons se maintient, quel que soit l'âge, mais qu'il est quand même particulièrement important, l'écart effectivement au début sur les 18-19. Du coup, sociologiquement, on va dire, là c'est quand même un peu un résultat auquel on ne pouvait pas s'attendre, et qui montre que l'essor des scolarisations des filles, qui est un phénomène donc vraiment sociologique majeur en France, qui est observé depuis très tôt, qui a fait l'objet de nombreux travaux sur cette question, cet essor des scolarisations en population générale n'a pas eu lieu, est un processus qu'on n'observe pas effectivement sur les filles, sur les scolarités des filles qui sortent de placement. Alors avec effectivement, quand on se réintéresse, notamment à partir des travaux de Jean-Pierre Terrail, qui fait une sorte de fresque de l'essor des scolarisations en France, qui rappelle effectivement alors pas dans les mêmes proportions bien sûr, mais qui rappelle quand même des tendances de celles qu'on observait en France dans les années 60, où effectivement les filles sortent plus du système scolaire que les garçons, tout simplement parce que la certification par le diplôme des filles n'est pas jugée nécessaire pour qu'elles aillent travailler, que dans un contexte où l'agriculture est encore très importante, les femmes, surtout des milieux les plus modestes, vont aller aider le mari, mais sans être salariées, vraiment, donc n'ayant pas besoin d'un diplôme, et surtout qu'elles ont vocation à entretenir le foyer. Donc tout ça, c'est effectivement complètement tourné avec l'entrée massive des filles dans l'école et leur réussite scolaire, mais aussi une entrée massive des femmes sur le marché du travail, du coup, à partir des années 60-70. Mais on observe cette tendance, encore une fois, pas dans les mêmes proportions, mais c'est un peu ce phénomène que l'on retrouve chez ces jeunes filles placées. Et aussi, un rendement moindre des diplômes professionnels, sachant que, y compris les premiers niveaux de qualification professionnelle, conduisent moins souvent à
une forme de stabilité, soit à une poursuite d'études, soit à une insertion professionnelle, pour les filles que pour les garçons. Alors, bon, on commence à aller chercher des pistes de réflexion sur cette affaire. Alors, peut-être que c'est du côté des souhaits, tout simplement, qui peuvent se manifester, dont on a un certain nombre de questions qui tournent autour de ça, notamment dans la première vague d'enquête, sur quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous, question qui est posée au moment de la sortie du placement. Et sur ces aspects un petit peu de choix, de projet individuel, on n'observe pas entre filles et garçons, en tout cas, de différences manifestes, en tout cas sur le fait de formuler un projet d'études. Alors peut-être que les filles qui sont dans notre population, autre hypothèse, sont moins bonnes scolairement, tout simplement, que les garçons, dès l'origine. Or, là-dessus non plus, vraiment aucune différence, et même elles sont plutôt elles ont moins souvent redoublé en primaire, elles ont moins souvent fréquenté une classe spécialisée au cours de leur scolarité, et donc elles ont des parcours scolaires antérieurs, moins heurtés que leurs camarades masculins. Et pourtant, à la sortie, elles sont moins armées, encore une fois pour reprendre l'expression de Tristan Poulawek, scolairement que les garçons. Donc là, le tableau que je vous indique montre que, à partir de l'analyse de la deuxième vague d'enquête, montre que, alors, comme on l'a vu déjà, les garçons sont plus souvent en études que les filles, et que pour ceux qui sortent du système scolaire, en plus, les filles sortent plus souvent sans diplôme que les garçons. Donc, non seulement elles sont moins dans effectivement des scolarités, la poursuite de scolarité, mais en plus quand elles sortent, elles obtiennent moins souvent, y compris un premier niveau de qualification. Ce qui se passe, c'est que autant sur la première vague d'enquête, le questionnement portait vraiment sur les scolarités, la poursuite des scolarités, que c'était un peu un enjeu central, puisqu'on a quand même effectivement un taux important d'enfants qui sont encore placés, soit parce qu'ils n'ont que 17 ans et que le régime de scolarisation reste quand même la situation la plus courante, soit parce qu'ils sont en poursuite via un CJM qui du coup filtre positivement sur le fait de poursuivre une étude. En V2, la question, elle est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'ils ont grandi. Ils ont grandi et il y a des choses qui se passent, de nombreuses choses qui se passent dans ces moments-là. Certains ont obtenu un premier niveau de qualification, du coup, qui leur permet de s'insérer quand même sur le marché du travail, et que du coup, ça oblige à reposer en V2. Alors, c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, je suis tranquille, j'ai mes modèles qui sont prêts, je vais refaire tourner la moulinette et tout ira bien, mais non, ça ne tient pas, parce qu'il s'est passé des choses entre ces deux moments. Et que du coup, on peut moins interroger en V2 la question uniquement de la scolarisation que celle d'une situation qui serait une situation, on va dire, pour le faire alors, de manière très caricaturale sans doute, versus précarité, grande précarité ou poursuite d'un projet professionnel ou d'un projet d'études. Donc, ce qui conduit du coup à interroger, effectivement, comme vous le voyez là, donc là sur la colonne de gauche, on a la situation lors de la première vague d'enquête. Ce qui est notable là-dedans, c'est que ceux qui étaient donc en première année hors études, soit en emploi, très faible minorité, ou inactifs pour différentes raisons, se retrouvent soit en emploi, soit inactifs au chômage 18 mois après. Pour ceux qui étaient en études, donc le gros de notre population quand même de la V1, pour ceux qui poursuivent des études qui conduisent au bac, donc un niveau le plus élevé on va dire, 60% sont encore en études 18 mois après, et pour ceux qui étaient donc dans des formations professionnelles courtes, le CAP, 46% poursuivent malgré tout leurs études, soit qu'ils font leur deuxième année de CAP selon l'âge auquel ils ont été interrogés, soit qu'ils ont poursuivi après ce CAP, mais un grand nombre aussi se retrouvent effectivement en recherche d'emploi ou inactifs. Donc ça c'est pour l'ensemble de la population. C'est simplement pour vous dire que la situation elle change et qu'on n'est plus du tout dans les mêmes configurations, enfin plus du tout, on n'est pas complètement dans la même configuration entre la V1 et la V2. Ce qui oblige du coup à reposer la question dès lors qu'on poursuit l'analyse sur la V2, non plus uniquement de la situation par rapport à la scolarité,
mais on a fait le choix de prendre ensemble la question de la scolarité et de l'insertion professionnelle, parce qu'il y a effectivement des diplômés, notamment de CAP, qui peuvent, dans la poursuite de leurs études et dans cette logique-là, être sur le marché de l'emploi suite à un apprentissage, des choses comme ça. Donc, alors sur garçon-fille, effectivement, on observe quand même des différences au moment de la deuxième vague d'enquête, c'est-à-dire que les filles sont plus souvent en recherche d'emploi ou inactives, pour en revenir à nos logiques sexuées, et elles sont, comme on le voyait, moins souvent en études. Mais c'est vrai qu'elles sont plus vulnérables de ce point de vue-là. Donc c'est ça maintenant qu'on va chercher à expliquer. Alors je place sur le modèle, c'est un petit peu pénible à lire. Donc, étant donné qu'il y a tout un registre d'explications qui peuvent être mobilisées pour expliquer ce qu'on a maintenant identifié comme étant la question à poser, c'est-à-dire le fait, qu'est-ce qui explique le fait d'être au chômage ou en inactivité, on mobilise 4 registres d'explications. Alors les données sociodémographiques, et c'est vrai qu'à la construction du modèle, on se rend compte dans un premier temps qu'il y a un effet du sexe assez important qui explique que les filles ont plus de chances, si on peut dire, de se retrouver au chômage ou inactives que les garçons. En revanche, l'âge, l'origine géographique des parents n'ont pas d'effet significatif sur ce modèle. Deuxième registre d'explication, les conditions d'études. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé scolaire qui pourrait expliquer effectivement le fait d'avoir échoué scolairement et du coup d'avoir de moins bonnes conditions d'entrée dans la vie active. Le fait, effectivement, là on repère des effets assez importants, des effets sur le fait d'avoir redoublé au primaire, d'avoir fréquenté une classe spécialisée qui conduisent effectivement, qui handicapent le jeune de manière assez logique dans le fait de pouvoir s'insérer professionnellement ou d'être en poursuite d'études. Autre chose, les conditions de placement. C'est aussi des données qu'on a mobilisées pour essayer d'expliquer ce fait de se retrouver inactif ou au chômage. Les placements en famille d'accueil ou en foyer alors préservent les individus, entre guillemets, de l'inactivité ou du chômage par rapport au placement en autonomie. Alors ça fait partie des choses qu'il va falloir creuser pour expliquer pourquoi. Un placement intervenu tôt, alors ça c'est des choses déjà qu'on repérait sur la première vague d'enquête, c'est-à-dire que l'âge au placement, et notamment un peu de manière contre-intuitive, le fait d'avoir été placé tôt, c'est-à-dire avant 5 ans, est aussi quelque chose qui favorise la sortie du système scolaire ou qui freine l'insertion professionnelle. Et enfin, bien sûr, l'obtention d'un CJM vient renforcer... pardon, oui, c'est mal. En fait, le fait d'avoir un CJM favorise, bien sûr, l'insertion professionnelle et la poursuite d'études. Un autre registre qu'on a mobilisé, parce qu'on se dit, bon, cet effet des filles, mais bon, c'est bien gentil, on repère un effet que les filles, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire de filles? Or là, bon, on a été effectivement tout de suite, assez rapidement, eu à l'idée cet effet du fait de devenir mère, qui effectivement, assez logiquement, peut conduire à quitter plus précocement le système scolaire. Et en effet, cette spécificité se manifeste, et que dès lors qu'on engage ce qu'on a réuni sous le terme de conditions matrimoniales, c'est-à-dire dès qu'on introduit dans le modèle le fait d'attendre un enfant ou d'être déjà mère, mais aussi le fait de vivre en couple, c'est-à-dire d'habiter avec son conjoint, et qui est aussi un élément qui pèse dans le registre explicatif, elles apparaissent effectivement comme des facteurs qui favorisent la sortie du système scolaire et de fait du marché du travail. Donc ce n'est pas parce qu'on est fille, juste parce qu'on est fille, qu'on a des difficultés dans l'insertion, mais bien parce qu'on est dans une forme effectivement de reconstitution familiale, en tout cas de mise en couple et de maternité qui rendent difficile donc la poursuite d'un projet professionnel. Mais bon, on ne va quand même pas se satisfaire de cette explication-là et on décide un petit peu d'aller creuser. Et notamment, on interroge, donc ce sera l'objet du dernier point avant la conclusion, c'est-à-dire que on pose quand même l'hypothèse
qu'il y a un effet de l'institution dans ces affaires-là. Que c'est pas pour rien, parce que bon, les effectifs sont un petit peu faibles sur la deuxième vague d'enquête, donc on ne peut pas complètement valider cette hypothèse, mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est que c'est pas nécessairement des maternités précoces qui font qu'on sorte du système scolaire. C'est plutôt un peu comme disait Isabelle tout à l'heure, le fait de... On ne sait jamais trop bien comment ça marche, dans quel sens ça marche ces affaires-là, mais en tout cas, ce serait plutôt le fait de sortir précocement, de peut-être de ne pas être titulaire d'un diplôme, de ne pas avoir été accompagné suffisamment dans cette affaire par les institutions, qui font que on a comme unique voie effectivement d'accès à l'autonomie le fait de la mise en couple et qui peut entraîner effectivement aussi un projet de maternité. Alors, une des hypothèses, voilà, le travail continue, il faut aller un peu plus loin là-dedans, et les données quantitatives ne donneront pas ces réponses-là, en tout cas, l'enquête ne les donnera pas. C'est que, et ça c'est à partir des travaux notamment d'Isabelle et de Stéphanie Boujure, c'est sur le fait qu'il y a quand même effectivement un rôle des institutions et les institutions ne préparent pas de la même manière l'accompagnement et la sortie de placement les filles et les garçons. Notamment donc à partir des enquêtes de l'adresse qui sont donc un service ministériel sur les affaires sociales qui mène des enquêtes sur les établissements, alors les foyers uniquement collectifs, sur les établissements de placement et qui ont mené un travail sur le projet de ces établissements. Et ils montrent donc, ces analyses montrent qu'un grand nombre d'établissements organisent ces projets autour de la lutte contre l'échec scolaire. Évidemment, c'est repéré comme une dimension majeure du travail des institutions. Mais 56% des établissements se spécialisent ainsi donc, dans l'accueil de jeunes en situation d'échec scolaire. Mais il s'agit, dans 3/4 des cas, de structures qui accueillent uniquement ou une grande majorité de garçons. C'est-à-dire que c'est pas forcément des foyers, c'est pas des foyers mixtes. Il y en a certains. Donc, en fait, on a une sorte de spécialisation dans les foyers qui accueillent majoritairement un public de garçons autour de l'insertion professionnelle, tandis que les filles, dans les structures qui accueillent majoritairement des filles, on a un peu moins la présence de ce projet, et que c'est plus tourné, donc là je m'appuie encore une fois sur les travaux d'Isabelle et de Stéphanie, sur le fait qu'il y a quand même dans l'accompagnement des filles par les institutions un projet autour de la reconstruction psychologique de la personne, de les aider à refaire famille finalement, qui mettrait un peu moins la pression sur les filles pour la poursuite d'un projet d'études et professionnelles. Une autre hypothèse, mais qui est complémentaire, consiste à considérer que les filles donc, sont moins armées, j'ai beaucoup utilisé cette expression dans mon exposé, et donc scolairement, et j'en disais un mot juste avant, donc, que étant démunies à l'entrée sur le marché du travail, dans l'accès à l'âge adulte, elles trouvent une issue dans la mise en couple et la maternité. Enfin, c'est vrai que ça peut se repérer quand même par rapport au questionnaire avec une donnée qui est assez intéressante, puisque quand on regarde donc par sexe, par le fait d'avoir eu un CJM ou non, et sur la V2, et par type de situation, on repère que parmi l'ensemble des garçons qui ont bénéficié d'un contrat jeune majeur, 51% poursuivent leurs études, alors que ce n'est le cas que de 38% des filles. Et ces proportions sont respectivement donc de 80% et 64% chez les plus jeunes, donc les 18-19 ans. Et bon, ça je l'évoquais aussi, effectivement, il reste à voir s'il s'agit nécessairement de maternité précoce, mais en tout cas, pas nécessairement, essayer de repérer en quoi il s'agit d'un choix ou d'une issue finalement pour ces jeunes filles. Voilà, alors, pour conclure, donc je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vrai qu'on est un peu limité là, mais tout ne vient pas des enquêtes quantitatives non plus, car les effectifs donc sont un peu trop faibles pour mener les investigations plus précises, en tout cas, sur ces données. Donc pour aller plus loin, il y a quand même sur le questionnaire une exploitation qui est envisagée sur des verbatims, c'est-à-dire qu'il y a eu des questions ouvertes sur quel conseil donnerais-tu à un jeune dans ta situation, qu'on peut exploiter de manière genrée. Et là déjà, rien qu'à la lecture, on repère quand même des différences de vocabulaire, de lexique entre les filles et les garçons.
Évidemment, l'exploitation des entretiens qu'évoquait Isabelle, et notamment donc, en ciblant sur les trajectoires de ces filles qui vivent soit en couple, soit sont mères. Et au-delà, parce que y a cette question effectivement des scolarités filles-garçons qui nous a particulièrement interpellés, mais sur la question des scolarités en général de ces jeunes placés, effectivement, on a d'autres hypothèses et d'autres pistes de recherche en tout cas qui viennent pour comprendre comment donc l'aide sociale à l'enfance et l'école jouent en tout cas sans doute de manière assez parallèle dans la construction de parcours un peu type de scolarité des jeunes qui sont confrontés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Est-ce que vous avez des questions pour notre collègue sur ces enjeux de scolarisation sexuée? Moi, je me demandais, par rapport à cette dernière hypothèse, le rôle de l'ASE et de l'Éducation nationale, est-ce que vous l'avez intégré à la V3, enfin dans le type d'entrevue que vous faites avec les jeunes filles? Est-ce que c'est comme des pistes que vous essayez de creuser, des questions que vous leur posez, pas comme ça j'imagine, mais c'est de voir le rôle de l'institution? Oui. Alors, ça a été effectivement, il y a des thématiques. De toute façon, il y a les entretiens fonctionnent selon une grille type, on va dire, de questionnaire. Après, bon, effectivement, selon les chercheurs et leur centre d'intérêt, les registres sont plus ou moins creusés des différentes. Mais notamment, sont les deux Isabelle Fréchon et Isabelle Lacroix, qui ont réalisé qui sont très intéressants à regarder. Des reconstitutions des parcours de scolarité et de placement, et de manière donc schématisée, vraiment année par année. Isabelle, tu peux peut-être en dire des choses plus développées, qui montrent vraiment des choses super intéressantes sur ces dimensions, sur ces parcours croisés en fait. En fait, on a travaillé un peu sur la manière de faire des fiches âge événement, à chaque âge un événement. Et effectivement, on peut, mais à partir des entretiens aussi, mais on peut reconstituer un petit peu à quel moment il y a eu des difficultés avec les jeunes et à quoi ça correspond dans d'autres événements de leur vie. Et c'est tout un travail qu'on est en train de faire. Mais effectivement, je pense que beaucoup sont passés dans cette grille d'entretien sur la question de l'école et de la scolarité. Maintenant, comme dit Céline, ça va dépendre de qui va travailler sur quoi. Dans ces chercheurs, il y en a qui veulent travailler sur des points très particuliers. Tout le monde ne fixe pas de la même manière, mais on voit bien qu'il y a des choses qui se jouent par l'orientation. Nous, on a vraiment une question autour de l'orientation scolaire. Là, peut-être qu'on n'a pas suffisamment parlé, mais je crois qu'il y a l'institution qui oriente les jeunes vers des parcours courts et professionnalisants, au risque de dénaturer un petit peu les aspirations des jeunes aussi. C'est-à-dire que combien de fois on a eu des jeunes qui ont dit moi voilà, je voulais être médecin. Bon, contente-toi d'être soignante, c'est déjà pas mal, quoi. Et parce que de toute façon, quand on sera plus là, il y aura plus rien. Et ces orientations, c'est vraiment intéressant parce que elles peuvent nous dire après, ou il ou elle peuvent nous dire à quel point ça a pu déclencher soit du désintérêt de l'école et puis d'aller voir ailleurs, soit au contraire de se dire moi je m'en vais de l'aide sociale à l'enfance parce que c'est pas ça que je veux, c'est pas ma propre aspiration, soit au contraire j'ai pas de toit, j'ai pas de parents derrière, j'ai pas le choix, donc je vais faire ce qu'on venait de faire. Mais qu'est-ce que ça donne par la suite? Donc je pense que c'est tout ça qu'il faudra qu'on décante aussi. Avec pour la question du genre, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très genré aussi dans les orientations. Alors Céline va me dire, c'est pareil pour tout le monde, c'est pas un truc spécifique à la protection de l'enfance. Je pense qu'on pourra regarder un petit peu, c'est pas juste un petit peu plus accentué en protection de l'enfance. Mais voilà. Les différences de genre. Oui, les différences, je dirais, d'orientation vers tel ou tel type de profession, filles-garçons. Oui, il y a quelque chose à voir effectivement sur les spécialités de formation, quel type de diplôme en CAP, notamment sur tout ce qui est aide à domicile, avec l'hypothèse qu'on va beaucoup orienter les filles
vers des diplômes préparant à l'aide, aux Métier du soins, à care. l'économie domestique, qui renvoie un peu quand même au modèle années 50. Tout à fait. Est-ce que d'autres questions? Moi j'en ai tout plein. Hein. J'ai trouvé ça absolument intéressant et passionnant. On a terminé une étude longitudinale qui s'intéressait aux jeunes filles dans la perspective même des gens des politiques publiques qui disaient qu'elles sont à risque de maternité précoce. Donc, et on a reproduit tous les mêmes questionnements qu'on a réalisés dans nos autres études longitudinales aussi. Et effectivement, plus de la moitié des filles qu'on a rencontrées avaient été enceintes au deuxième temps de mesure, donc à 18 ans, grosso modo, étaient enceintes ou avaient un jeune enfant déjà. Et l'orientation scolaire avant et après était beaucoup liée, d'une part, pour ce qui est du avant, à un peu tout plein de choses qui ont été dites ici, mais beaucoup au fait de dire il faudrait peut-être mieux ne pas continuer les études et aller dans un travail. Et ça pour les gars et les filles. Et ça rejoignait une des explications à la fin, qui était complémentaire, sur les modèles de transition à la vie adulte pour les personnes de catégorie sociale plus faible. Et dans cette perspective-là, lorsqu'on regarde après, donc plus en vague 3, un peu plus tard, ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent, après coup, des retours aux études, dès lors qu'il y a des soutiens qui sont mis en place de divers ordres. Par exemple, la capacité d'être soutenu financièrement par des subventions au retour aux études, d'une part, et la capacité d'avoir accès à une place en garderie, ce qui est une spécificité un peu là, de notre modèle québécois ici par rapport à d'autres provinces canadiennes. Donc, avoir un enfant dans cette lecture-là, c'est pas nécessairement de rompre la scolarisation nécessairement, mais c'est clair que ça a un impact et que les soutiens sont absolument importants après, ou pendant et après, pour celles qui veulent poursuivre. Et la maternité dans l'insertion professionnelle de façon large, y compris le scolaire, lorsque, en qualitatif, on pose la question, renvoyait beaucoup à des choses qui ont été mentionnées, c'est-à-dire à la simple manière de s'inscrire dans un parcours valorisé et valorisant, pendant que les garçons les orientent vers des trucs professionnels, très, très professionnels, mais tu vas faire un métier pour avoir un boulot, et que les filles, on ne sait pas trop, donc face on ne sait pas trop et on n'a pas de place, bien, on regarde ce que nos mères ont fait et le modèle de reproduction d'entrée dans la vie adulte des générations précédentes pour les populations. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur le retour à des formations, parce que alors, encore une fois, les effectifs sont trop faibles, mais ce qu'on observe, c'est sur la dernière tranche d'âge, sur les 22 ans, en tout cas en V2, 22 ans, qu'effectivement, là, les différences filles-garçons il n'y a plus de différence, en fait, il y a un rétablissement, notamment sur l'accès à l'emploi. Comme si, effectivement, il y a eu une étape où on a des grosses différences aux âges, et puis qu'il y a un rétablissement, en tout cas, avec la maturité et puis l'individu évoluant. Mais malheureusement, vraiment, sur des effectifs qui ne permettent pas de le confirmer, ou de baser l'argumentation là-dessus. Et oui, sur les soutiens, c'est aussi quelque chose, effectivement, qu'on voit, parce que dans les parcours, en tout cas, mais ça c'est quelque chose qu'on peut aussi mobiliser dans l'enquête, sur la poursuite de scolarité, notamment pour les filles. C'est-à-dire que s'il y a un tiers dans la famille qui prend un peu le relais de ces affaires de scolarité, sans doute, peut-être une des hypothèses, c'est de voir quel est l'effet, effectivement, d'avoir, je sais pas, une tante, une cousine, quelqu'un, ou un autrui, avec qui on peut échanger et puis construire aussi son parcours scolaire en dehors ce qui me semble être quand même des normes des référents, effectivement, des éduques. Sachant que les éduques aussi, alors en France, il y a une très belle thèse qui a été faite là-dessus, de Benjamin Deschenaux, ont eux-mêmes un rapport très compliqué à la scolarité, un rapport plutôt distancié au savoir,
avec un espèce effectivement d'une sorte de dire bon, il faut aussi, voilà, il n'y a pas que l'école, il y a d'autres savoirs, ce que je comprends, les enfants doivent se valoriser aussi sur d'autres registres que le scolaire où ils vont en prendre plein la tête de toute façon. Mais on retrouve quand même des choses qu'on retrouve aussi dans une sociologie des scolarités des enfants de milieux, enfin d'origine modeste, de manière générale, beaucoup plus accentuée effectivement là-dessus. Il y a une espèce de, comme si c'était des populations qui étaient handicapées scolairement.